En vous écoutant, en écoutant votre leçon sur le conflit d'angle, j'ai simplement déjà relevé un certain nombre de thèmes que vous avez abordés. Je voudrais commencer par là. Toute la question de la briqueterie, c'est-à-dire de ce lieu de production, l'instance de production de la brique, de cet élément finalement modulaire, basique si l'on veut, de la construction. Ensuite, la question du conflit d'angle, que vous avez tracé en effet dans ces grandes lignes. Puis le nombre pi, comment le nombre pi est devenu soudain une sorte de métaphore de l'art. La mer, ou d'abord les plans des chambres d'hôtel et ensuite la mer, ou d'abord la mer et ensuite les chambres d'hôtel, c'est-à-dire l'élément liquide, chaotique, indéterminé, et l'élément au contraire parfaitement métré, un relevé, la planimétrie de ces espaces privés, un temps, un jour, 2, 3 jours dans un hôtel. Voilà, donc je crois que ce sont les principaux axes, sans oublier le dernier, qui concernait l'art conceptuel, disons les choses comme ça. Vous êtes passé à un moment donné. Pas la géométrisation de la femme. Oui, non, mais j'y viens. Puisque ça, c'était vraiment la conclusion. L'art conceptuel. Tout ce que nous fait peur, on la géométrise, c'est toujours comme ça. Voilà déjà une réponse partielle à mes questions. Oui, donc cette question de l'art conceptuel sur laquelle je voudrais revenir tout à l'heure, parce que ça m'a toujours fasciné de voir avec quel intérêt vous suiviez, vous interrogiez les artistes conceptuels, vous les convoquiez même dans vos cours, ici, dans vos séminaires, et rien n'est plus opposé en apparence à vos images, à vos œuvres, que l'art conceptuel. Ça, on pourra aussi, si vous le voulez bien, en parler tout à l'heure. Je voudrais profiter de l'hospitalité que vous me donnez dans votre séminaire, en profiter vraiment, c'est-à-dire me permettre un souvenir personnel qui est très important dans le parcours que j'ai fait comme directeur des musées de Strasbourg, puisque c'est en juin 1988 que nous nous sommes rencontrés. Et on était encore jeunes. Oui. Imaginez-vous. Ça fait combien? Ça fait 30 ans, non? Ça fait 24 ans. 23 ans. 23 ans. Non, c'est très loin. C'est très loin. Oui. Et à cette époque, d'abord je vous ai écrit ou téléphoné, je ne sais plus très bien, et vous m'avez très gentiment invité dans votre atelier qui était établi à Bourne, donc dans le Bade-Wurtemberg. Et je suis allé vous voir. Nous avons passé ensemble quelques heures qui sont pour moi inoubliables. Les expériences d'atelier d'artistes sont d'ailleurs, je crois, d'une façon générale, des expériences inoubliables, mais celle-là est sans doute la plus inoubliable. Et pour en témoigner, simplement, même si ça ne donne aucune idée de l'expérience de l'espace que l'on peut faire en entrant dans l'atelier d'Anselm Kiefer en 1988, j'ai quelques photos ici. Anselm prétend que je les ai prises clandestinement, moi je prétends que non, il m'y avait autorisé. Donc il y a ici quelques photos de cet immense atelier qu'il avait là-bas, mais qui, je trouve, d'une certaine façon, est relativement petit par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui à Croissy ou à Barjac. Vous voyez, là, il y a le tableau par hasard où j'ai mis après l'avion. À gauche, oui. Oui. L'avion, on le verra. Oui. Ah, oui. Dans une autre photo. Voilà, c'est ça. Alors donc, ce sont des tableaux en cours de création, travaux en cours. Alors ça, c'est simplement pour donner, une idée de l'atmosphère, puisqu'il y a une brouette au premier plan. Et entrer là, c'était pour moi non seulement prendre la mesure du travail de Anselm Kiefer, que je connaissais quand même un peu, mais c'était aussi prendre la mesure de ce qu'était l'organisation, j'y insiste beaucoup, de l'espace de production, du lieu dans lequel
l'artiste se déploie. D'ailleurs, il se déplaçait d'un endroit à l'autre, parfois avec une bicyclette, hein, tellement l'espace était grand. Et je pense que c'était l'image même de la manière dont fonctionnait l'esprit du peintre, l'esprit du créateur, d'aller d'une chose à l'autre, comme ça, de réunir des images pour lui mentalement, et qui aboutiront ensuite à des tableaux. Ça aussi, ce petit bassin, on l'a vu dans des photos avec des mises en scène autour du bassin. Il y avait Klepnikov là. Oui. Un travail sur le poète russe Klepnikov, oui. J'ai utilisé ce bassin pour ça. Voilà. L'avion. Alors ça, c'était ces grands chariots sur lesquels il y a des étagères avec des photos posées les unes sur les autres. C'est des strates, là on a vraiment la stratification. Oui, Vous voulez que j'explique? Oui, peut-être. Oui. Bon. Alors ça, c'est une bibliothèque de livres de plans. Et dans chaque page, il y a un dessin ou une photo ou une peinture, mais on ne peut plus les voir parce qu'on peut le voir, mais normalement pas parce que chaque livre, ça va être 300 kilos et c'est difficile de le sortir, de le remettre. Alors, ce sont des dessins perdus. Alors, c'est très bien d'avoir des dessins perdus. Et alors, nous avons donc passé cet après-midi à parler, vous avez donc expliqué tout ce que vous êtes en train de faire, et moi j'étais venu en fait pour vous demander de participer à une exposition. L'exposition qui a eu lieu quelques mois plus tard sous le titre de Saturne en Europe. Donc voici la couverture du catalogue. Et dans cette exposition, Anselme Kiefer a présenté, c'est une exposition collective, je le précise, sur le thème de la mélancolie dans l'art, disons en gros du dernier tiers du XXe siècle, avec un certain nombre d'artistes, que voici. Et Anselme Kiefer a présenté une immense installation qui occupait un très grand espace, sous le titre Saturnzeit, en 17 tableaux et 9 livres. Donc c'était le temps de Saturne, jouant d'ailleurs sur les mots, puisque le thème saturnien que j'abordais dans l'exposition, c'était le thème de la mélancolie, donc de la bile noire, etc. etc. Et Anselme l'avait formulé plutôt par rapport à celui qui mange ses enfants, donc le dieu du temps. Alors voici quelques exemples de ces livres qui étaient exposés dans l'exposition. À moins que vous ayez envie d'en parler, mais sinon on continue. Voilà, quelques détails. Ça, c'est un extrait de Bilderstreit. Oui, c'est la palette en débris qui était attaquée par des tanks qu'on ne voit pas ici, et c'était l'iconoclasme. Voilà, donc la palette cassée par ces tanks. Ça, c'est Gilgamesh. Oui, ça, c'est Gilgamesh et Enkidu im Zedernwald. À gauche, c'est moi. À droite, c'est mon assistant. Et la forêt de cèdres, ce sont des bouleaux. En fait. Oui, j'ai mis une forêt dans mon atelier. J'ai coupé les arbres dans la forêt, puis je l'ai mis dans mon atelier. Et j'ai fait l'action que Gilgamesh avait fait. Ça, c'était le Rhin. Oui, c'est un gravure en bois, c'est le Rhin. Qui était un des livres, donc voilà, j'ai donné juste 3 exemples. Ouais. Un de ces livres, au nombre de 9, ouverts donc, dans l'exposition. Et puis un des tableaux, Ninive. Ninive, oui. Oui. C'était la petite maison là, c'est ensevelie par le sable et il y a une onde qui va au-dessous, une onde de l'histoire ou l'onde du Saturne aussi.
Donc voilà, cette exposition a été, enfin, en particulier l'installation de Anselm Kiefer a été analysée en particulier par Schuster dans son grand livre sur la mélancolie de Dürer, où il disait le caractère très spécifique de l'engagement de Anselm Kiefer dans cette exposition, qui n'a pas simplement donné des œuvres, prêté des œuvres le temps d'une exposition, mais qui s'est vraiment engagé dans la thématique elle-même. C'est comme ça que je concevais à l'époque, en tant que commissaire d'exposition, le travail du commissaire. Pas d'imposer un cadre dans lequel on fait entrer ensuite des artistes d'une manière plus ou moins artificielle, mais de donner un thème à partir duquel un artiste peut s'engager ou non à participer à cette manifestation. Donc moi j'ai été à l'époque extrêmement content, pour ne pas dire heureux, de cette collaboration dans Anselm Kiefer. Il s'est passé dans des conditions assez étranges. Les autres artistes venaient passer plusieurs jours pour installer leurs œuvres. Anselm est arrivé un soir à 10h, 10h30, et il a installé son installation jusqu'à 2h du matin, je crois. C'était terminé, il est parti. Et on n'a jamais revu pendant toute l'exposition, bien sûr, mais c'était une manière très merveilleuse, enfin, de mettre en place cet ensemble sur le thème de Saturne entre 10h du soir et 2h du matin. Oui, ça va très bien, oui. Ça allait tout à fait bien. Alors, bien, alors, en fait, toute cette question, tout ce que je viens de dire, c'était pour insister sur l'expérience de l'atelier. Cet atelier qui me paraissait à ce moment-là, et j'en ai encore eu la confirmation en visitant sous votre conduite Croissy, l'atelier de Croissy, se présente comme un immense dispositif fictionnel. C'est-à-dire que l'atelier lui-même est déjà un tableau. C'est un tableau dans lequel des tableaux prennent naissance ou prennent racine. Oui, c'est pas un tableau. Hein. Oui, c'est pas un tableau. Pas encore. Hein. C'est pas encore un tableau, mais ce sont tous les éléments d'un tableau. C'est comme un studio de cinéma. Il y a les synapses d'un tableau. Oui, c'est ça. Comme dans les cerveaux. Il y a les synapses, il faut les bien lier. Il y a des liaisons différentes. Et une fois que la liaison est valable, on peut dire c'est un travail. Mais vous m'avez demandé sur l'art conceptuel. Hein. Oui, ça viendra plus tard. Ah oui. Bon. J'ai tout de même prévu un petit conducteur. Il faudra à peu près un ordre dans mon intervention. Non, là, je voudrais maintenant qu'on s'arrête un peu au conflit d'angle, peut-être. Hein. Oui. Juste pour montrer cette double page de l'édition Martin en français, donc de Vitruve. En fait, cette question du conflit d'angle que vous avez expliqué tout à l'heure, je crois que ce n'est pas la peine de redire, c'était très clair, cette question du conflit d'angle n'apparaît que dans les 10 livres d'architecture de Vitruve. Bon, on n'a pas de source ancienne, plus ancienne que lui. Oui, ça, je ne savais pas que c'était Vitruve. Moi, j'ai trouvé ce problème très simplement dans un truc qu'on achète pour faire un voyage. Comment dit-on ? Un guide touristique. Un guide touristique. Et là, ils ont parlé de conflit d'angle. C'est quand même intéressant, non ? C'est des Dumont. Dumont, c'est une maison d'édition qui fait que des... Non, pas que, mais qui fait aussi des guides de touristique. Et là, j'ai trouvé ce problème sur le conflit d'angle. Mais ça, c'est plus beau, ça. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ça veut dire que la question du conflit d'angle, qui est un point vraiment, j'allais dire presque d'érudition de l'histoire de l'architecture, trouve place dans un guide touristique. Ça, c'est vraiment à souligner. Et ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a tout de suite frappé, parce que c'est comme je l'ai essayé de le décrire, ça lie toutes les autres choses qui sont pas justes, hein, parce que c'est un problème de justesse, ce conflit d'angle. Alors on peut avoir quelques images pour montrer au fond que les temples ou les dispositifs de colonnes doriques, en général, ne règlent pas vraiment la question, parce que le triglyphe, comme vous le voyez ici, est chaque fois à l'extrémité. Donc il n'est pas dans l'axe de la colonne, alors que c'est le principe des triglyphes, c'est d'être soit dans l'axe de la colonne, soit dans l'axe, dans l'anthraxe de deux colonnes. Donc soit ici, soit là, soit là. Voilà, ça c'est la place des triglyphes. Et ici, ils vont se trouver, vous voyez, reportés complètement à l'extrémité, donc n'étant plus du tout dans l'axe de la colonne. Alors on peut donner d'autres exemples, il y en a quelques-uns, là je me suis un peu amusé avec un dispositif qui
qui se trouve en Sicile, au temple de Ségeste. On a exactement une photo de l'angle, voilà, triglyphe, placé sur l'angle, et non pas dans l'axe de la colonne. Donc ici, on a, comme ici. Oui, je me souviens, je l'ai découvert à Ségeste. Je savais, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ah oui. C'est des photos que j'ai faites quand j'avais 20 ans. Ah oui. Voilà Ségeste. Et puis, peut-être on peut élargir un peu la question du conflit d'angle. Il y a un architecte qui s'est beaucoup préoccupé de ça, c'est Brunelleschi. Ah oui. Voilà. Alors, dans Brunelleschi, on a la question du conflit d'angle, mais qui se pose peut-être en des termes un peu différents. Mais c'est la rencontre de deux plans, de nouveau, exactement comme pour l'extérieur, mais là ils sont rentrants. Et dans cet angle, le pilastre que vous voyez ici est plié. Il est plié en deux, le chapiteau est plié en deux. Et ici, ça c'est très intéressant, c'est, on pourrait dire l'inverse, c'est un angle du pilastre qui est montré, avec un angle du chapiteau. C'est comme si on prenait juste cette partie-là, et on l'a placée ici dans l'angle. Brunelleschi semble avoir, donc, au XVe siècle, jonglé avec ces problèmes de rencontre de plans, et je montre simplement, je dirais presque à titre anecdotique, on en revoit ici une autre photographie, et puis, donc ça c'est... Voilà, ça c'est. Alors ça c'est la chapelle des Pazzi, où on a encore une solution plus étrange, puisque le chapiteau, le pilastre, pardon, n'est pas plié en deux en son milieu, mais seulement ici nous avons un tiers ou un quart du pilastre et après le reste. C'est vraiment une façon d'insister sur la manière dont, presque d'une manière ostentatoire, je règle la question de la rencontre de deux plans. Ça, c'est encore une manière plus étrange. Toujours Brunelleschi à San Spirito, où ce sont des fenêtres qui se rencontrent dans un angle du transept. En fait, des fenêtres, deux morceaux de fenêtres qui se rencontrent là. Et puis, je me suis dit que ce serait amusant de regarder la dernière installation de Daniel Buren, puisque vous l'avez invité ici, oui. Une installation qu'il vient de faire à Baden-Baden. Et ce que vous voyez à gauche, c'est un miroir, ça, et ça, c'est le mur. Et le conflit d'angle, il l'a réglé de la manière suivante. S'il avait poursuivi son carré vert jusque-là, nous aurions une immense surface verte. Or, l'ensemble du dispositif, ce sont des carrés. Donc, le carré ne peut apparaître individuel que s'il est arrêté avant l'angle du miroir. Ça paraît tout à fait logique, sinon ce serait le prolongement pur et simple et on n'aurait plus un carré, on aurait un grand rectangle vert. Voilà, le conflit d'angle réglé par Daniel Buren dans son installation de Baden-Baden. Voici deux images que j'ai cherchées dans Piranèse, parce que Piranèse aussi s'est préoccupé de ces problèmes, mais à travers la lecture de Vitruve et à travers la connaissance qu'il avait des temples, enfin des édifices plutôt modernes, donc la Renaissance ou l'époque baroque. Voilà ce qu'il reste de l'esthétique du dorique au XVIIIe siècle, avec un triglyphe, cette fois-ci placé d'une manière canonique. Et puis, alors ce qui est très amusant, c'est que Piranèse reconstitue mentalement et graphiquement ce qui est censé avoir été à l'origine des triglyphes et des métopes. En bois. Voilà, en bois. Une structure en bois, un quadrillage qui aurait été posé au-dessus de ces poutres, sous la charpente du toit. Et vous voyez que l'aboutissement de ces poutres correspondrait chaque fois à un triglyphe, et les métopes se trouvant entre ces triglyphes. Voilà, ça, c'est une fiction. C'est une pure fiction de Piranèse, mais qui est intéressante parce que ça montre bien que cette question continuait de préoccuper les architectes et les artistes qui spéculaient sur l'architecture comme Piranèse. Alors je voudrais peut-être encore dire une chose, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ce qu'on appelle en allemand le Eckstein, donc la pierre d'angle, oui, a aussi une signification très importante dans disons en gros, dans le commentaire théologique du Moyen-Âge. Parce qu'on a plusieurs textes de rabbins morts, par exemple, qui nous disent que, commentant des passages de la Bible, en particulier de Matthieu,
d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où il parle de le Christ, c'est la pierre d'angle qui a été rejetée et qui est devenue la pierre qui est au sommet de la construction. Voilà, voilà. Dans la voûte. Dans la voûte, oui. Das heißt, c'est La pas clé. Eckstein, La c'est clé. un autre mot pour ça. Non, Oui, non, nicht Schlüsselstein. Eckstein. Schlussstein. Schlussstein. Schlussstein, C'est ça, oui, Schlussstein. Yeah. C'est la pierre donc, qui coiffe le tout et grâce à Si laquelle on l'enlève, le ça- tout ça, tient. c'est Voilà. cool, oui. Voilà. Donc il y a aussi cette idée très intéressante, c'est que le Eckstein est au départ plutôt la pierre qu'on rejette, celle dont on n'a pas besoin parce qu'elle est mal taillée, et qui devient finalement le fondement de la communauté des chrétiens. Donc il y a là toute une symbolique extrêmement intéressante qu'on peut aussi rappeler à propos de cette question du conflit d'angle. Alors, j'étais aussi très frappé. Alors là, j'aimerais vraiment que vous reveniez là-dessus, si vous le voulez bien, par cette question du nombre pi. Oui. Parce que vous avez bien dit à un moment donné, je ne trahis pas votre formulation, que c'était une sorte d'équivalent de l'art, enfin, de ce qu'est l'art. Oui, voilà. parce que alors d'abord, il faut dire pi, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui se suscitaient à cause de ça, qui ne pouvaient pas arriver, enfin, à arriver à la die richtige Zahl. Le nombre juste. Le nombre juste, on ne trouve pas le nombre juste. Alors, pour moi, c'est une métaphore de l'art, parce que les artistes, ils cherchent le nombre juste, ils cherchent le tableau final, ils cherchent la monade, ils cherchent, comme il y a cette nouvelle fantastique de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, où on veut quelque chose qui est la somme de tout dans l'art, qui est le tableau final, mais on sait qu'on n'arrive jamais. Alors c'est un peu comme ça, les mathématiciens qui cherchent enfin de trouver la chiffre, le nombre juste du pi. Parce que vous avez le pi, si on est au millième, au milliardième après la virgule, on n'est toujours pas prêt. On s'approche toujours, mais on s'approche en permanence, sans arriver. Et ça, c'est pour moi une métaphore pour l'artiste. Mais le conflit d'angle, c'est une solution. C'est-à-dire, ça se traduit non, c'est tricher. Hein. Oui, voilà, c'est tricher. Voilà, c'est le mot que je voulais vous entendre dire. Oui. Voilà. Donc, est-ce que dans l'art, dans le processus de création artistique, il y a cette conscience que, comme vous disiez à l'instant, ce n'est jamais une monade, mais on triche? Oui, on triche, on fait comme si. Oui. On fait toujours comme si. Alors, il y a des artistes qui font des actions, ils font toujours comme si. Ils font des actions, et l'artiste prétend toujours d'être au centre de la vérité ou d'avoir trouvé le Ding an sich. La chose en soi de Schopenhauer ou de d'un autre philosophe. Et on cherche ça toujours, mais n'arrive jamais à l'avoir. Ça, c'est le pi. Ça, c'est pi. Et là, en fait, dans votre conférence tout à l'heure, votre exposé, il y avait un fil rouge qui était la géométrie, tout de même. Hein. On était pendant toute la... Oui, la géométrie nous occupe toujours, voilà. Parce que nous cherchons toujours, les hommes cherchent toujours donner un ordre au monde, parce que le monde n'a pas l'ordre, il n'a pas d'ordre. On peut pas concevoir l'ordre dans le monde. Alors, par exemple, les hommes, ils ont donné une ordre au firmament. Alors, on fait il y a la Vierge, il y a le Krebs, le cancer, il y a tout ça. Et alors, on tire des traits qui sont complètement sans sens. Hein. C'est parce que les étoiles, ils changent toujours. Ils ne sont jamais mobiles. Il y a des étoiles qui meurent, il y a d'autres qui naissent. Et surtout, les étoiles qu'on le voit, ce ne sont pas des étoiles, ce sont souvent des galaxies ou des Sternhaufen. Des amas d'étoiles, etc. Alors on fait une chose absolument virtuelle, absolument künstlich.
artificielle et illusoire. Et ça, c'est pour moi aussi une métaphore de l'existence humaine. On cherche toujours à faire, et je l'ai montré là, on peut le voir dans les maisons des fous. Alors, il y a même une terme, la géométrisation. Alors, il y a des malades qui ne peuvent pas peindre un être humain comme ça, comme il est. Ils sont obligés d'utiliser l'angle 3. Et ça, c'est une maladie. Alors, c'est une maladie aussi de chercher le pi final. Hein, c'est une maladie. Et ça, c'est ma réponse pour votre... Pourquoi je cherche toujours la géométrie. C'est ça. Et alors, les chambres d'hôtel. Alors, cette géométrie-là, c'est une géométrie qui relève à la fois, je dirais, d'un ordre abstrait, qui est celui de toute géométrie, comme vous venez de le décrire, et puis d'un ordre privé. Oui, là, il s'agit peut-être moins de l'ordre, là, il s'agit de conserver quelque chose. De conserver quelque chose. De conserver quelque chose. Alors, c'est paradoxe, parce qu'on ne conserve rien. Alors, ce serait bien de prendre un parfum qu'on a utilisé dans cet hôtel, ou qu'on prend une photo, ou quelque chose, ou qu'on coupe un peu du tapis, de la moquette, ou des choses comme ça. On pourrait... que de faire un plan. Le plan, c'est le moins sensuel. C'est le plus abstrait, ça veut dire rien. Mais je l'ai fait, parce que c'est comme une dose homéopathique de sensuel. Même pas ça. C'est la millième position derrière la virgule. Alors, vous avez montré au cours de vos conférences ici un certain nombre de vos œuvres. Alors, on est quand même frappé, et puis je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans ce public qui connaissent vos œuvres, en les ayant vues, pas simplement en reproduction. On est quand même frappé par le caractère souvent d'une très grande sensualité de certains de ces tableaux, c'est-à-dire que ça touche les sens. On a envie de toucher, il y a une matière, des matières oui. Extrêmement. Et alors, je suis personnellement assez troublé par ce contraste entre tout ce que vous dites sur la géométrie, cette fascination pour la géométrie, et qui est tout à fait contraire au travail que vous faites, ou en tout cas de ce qu'on en voit. Oui, mais je me dis qu'il y a des palimpsestes, il y a des strates. Mais nous sommes des êtres qui sont composés de contraires. Hein. Oui. Alors, je crois que chacun de nous, les artistes peut-être encore un peu plus, et c'est de contraire. Une fois, j'ai parlé ici de la guerre dans ma tête. Il y a toujours des systèmes contradictoires qui font la guerre dans ma tête. Et il y avait toujours une contradiction, un combat entre la sensualité et la géométrisation. Alors, parce que nous voulons être formels ou analytiques, et en même temps, nous sommes des êtres avec avec les 5 sens. Oui. Et ça, c'est la contradiction qui joue sur les artistes. Et ça, c'est aussi... alors, quand vous avez commencé de parler, que vous êtes surpris que je parle toujours de l'art conceptuel, de l'art minimal aussi, c'est exactement dans ce domaine que je suis... je me demande d'ailleurs si je suis pas encore assez conceptuel ou j'ai déjà dépassé la conceptualité, parce que toutes les deux choses sont vraies. Alors je suis heureux que je ne suis pas complètement conceptuel, parce que qu'est-ce qu'on fait après qu'on a inventé le carré de Albers ou de Malevich. Oui. Alors Malevich, vous savez, il a recommencé de faire des tableaux avec des paysans figuratifs socialistes. Hein, oui. Socialistes. Oui. Alors le pauvre. Eh bien, et moi, je suis dans un état où je peux aller dans tous les deux. Pour moi, c'est beaucoup mieux, parce que moi, heureusement, j'ai pas fini par des lignes ou par des carrés ou
et je peux aller dans toutes les deux directions. Ce qui est important, parce que moi, je ne crois pas, quand on a eu la conférence sur